Bonjour à tous. Donc effectivement, je suis Thibaut Hénique, directeur associé au cabinet Fidal et en charge de la TVA au sein du cabinet. Donc une équipe qui représente une trentaine de personnes. Alors pourquoi effectivement j'interviens en tant que spécialiste TVA? C'est que la question des factures et la question de sa dématérialisation, c'est effectivement à l'origine une question qui est portée par la matière TVA. Pourquoi? Parce que à l'origine, vous avez une directive TVA au sein de l'Union européenne qui vise, si vous voulez, à simplifier les échanges, tout simplement, parce que la TVA est le premier impôt qui frappe le commerce, et si on veut avoir un marché commun, c'est finalement le premier impôt qu'il faut appréhender avec des règles communes. Et une fois que j'ai mis des règles communes à la TVA, il faut que j'en arrive rapidement à la question de mettre des règles communes sur les factures. Parce que la facture, c'est évidemment l'outil qui est utilisé tous les jours par les commerçants pour les besoins de la TVA. Donc, règles communes de facturation qui sont rentrées en vigueur petit à petit. Et puis, le progrès technique avançant, il a fallu se poser la question de cette forme de facture qui, historiquement, était évidemment une facture papier avec beaucoup d'autorité et d'administration dans les États membres qui ne reconnaissaient que la facture papier. Et la volonté de l'Union européenne de faire la promotion de la facture électronique pour permettre, là encore, aux opérateurs de simplifier et intensifier leurs échanges économiques. Donc aujourd'hui, on est sur une réglementation qui est rentrée en vigueur, alors juridiquement, vraiment en 2013. On va dire qu'en France, c'est plutôt 2014, parce que la France a mis un petit peu de temps à commenter ces nouveaux textes, c'est-à-dire qu'ils sont bien rentrés dans la loi en 2013. Ils ont été commentés que fin 2013, donc l'administration a pris ce qu'on appelle un peu un moratoire, considérant que vous n'étiez pas forcément informé des règles durant l'année 2013, mais c'est vrai que depuis 2014, vous êtes en plein dans cette nouvelle réglementation. Alors, cette nouvelle réglementation, c'est quoi? C'est la liberté, mais c'est une liberté sous contrôle. La liberté, ça veut dire que vous pouvez utiliser aujourd'hui tout procédé de votre choix pour établir ou recevoir une facture. Donc il n'y a plus de principe du papier, il y a une totale égalité de traitement entre le papier et les autres procédés qu'on qualifierait d'électroniques. Alors si on veut distinguer les deux, c'est relativement simple. Une facture électronique, c'est un fichier ou un message électronique qui ne fera jamais l'objet d'une impression papier tout au long de son processus. Donc il sera électronique du début à la fin. Ça distingue de la numérisation, par exemple. Une facture papier qui est ensuite numérisée reste une facture papier. Si on fait cette simple distinction, après, on a des règles communes qui s'appliquent aux deux, de toute façon. Et cette règle commune et ces obligations nouvelles, c'est ce qu'on appelle la piste d'audit. À partir du moment où on vous donne la liberté du choix du support et qu'on vous donne cette totale liberté, les administrations, la réglementation exigent de vous d'apporter la preuve de la validité de vos factures. Et pour ça, on arrête finalement des principes et vous devez garantir trois principes. Vous devez garantir trois principes qui sont l'authenticité de l'origine de la facture, l'intégrité de son contenu et sa lisibilité. Et ce, alors quel que soit le mode de facture que vous utilisez encore une fois, et également si vous faites des factures papier. C'est-à-dire qu'on entend parfois des clients nous dire mais la facture électronique, c'est quelque chose à mettre en place, il y a des contrôles à mettre en place. Pour ne pas avoir à les mettre en place, je vais rester sur le papier. En fait, c'est une fausse approche parce qu'aujourd'hui, ces contrôles et cette obligation, elle s'applique également à ceux qui conservent la facture papier. Donc, ce qui est peut-être pas encore, ce qui commence un petit peu, et Jean-François fera le retour sur un an d'expérience, on va dire, ce qui commence un petit peu à percer, c'est que les gens commencent à comprendre que même s'ils font des factures papier, ils sont impactés par cette question de la piste d'audit et qui doivent effectivement garantir pour le papier également ces trois principes. Alors, trois principes que sont, alors rapidement, l'authenticité de l'origine, c'est pouvoir démontrer que la personne qui a établi la facture est bien la personne qui vous a rendu le service. Donc, si une facture est établie au nom de la société X, de bien dire que c'est effectivement la société X qui l'a établie, qu'il n'y a pas usurpation d'identité. C'est pour ce qui est des fausses factures, les factures de complaisance, les factures de société taxi. Donc, ce qu'on appelle l'authenticité de l'origine. Le deuxième principe que vous devez garantir, c'est l'intégrité du contenu. Si vous devez garantir que la facture que vous passez en comptabilité, si vous êtes à l'achat, correspond exactement à la facture qui a été éditée par le prestataire ou par le fournisseur.
Donc il n'y a pas eu d'altération de ce contenu pendant tous les processus d'établissement de ces factures. L'administration va même plus loin parce que dans ses commentaires, elle dit que finalement, vous devez aussi garantir que la facture comporte toutes les mentions obligatoires. Donc, on n'en est plus simplement à dire le document qui est archivé, qui est passé en comptabilité, correspond bien au document qui a été émis, mais quelque part, on va vous demander de contrôler dès le départ que la facture est en bonne et due forme et qu'elle comporte toutes les mentions obligatoires. Et troisième principe, c'est donc la lisibilité de la facture, c'est-à-dire que la facture doit pouvoir être lisible par tout un chacun. C'est-à-dire soit sur un écran, en fonction d'une image lisible, soit sur le papier, évidemment, qui évidemment est lisible. Donc c'est-à-dire qu'il faut éviter les codes, etc. Donc principe de lisibilité, important également. Donc évidemment, lecture par les parties, c'est ça que je voulais dire, mais également pouvoir être lu par nos vérificateurs, parce que derrière ça, ce qui arrive, c'est évidemment le contrôle fiscal fait par les services vérificateurs. Donc aujourd'hui, sur les factures électroniques, vous avez finalement 3 procédés. Vous avez 2 procédés qui sont propres à la facture électronique, sur lequel je laisserai Jean-François s'exprimer plus avant, et nos collègues là-dessus, que sont la signature électronique qualifiée et le dit fiscal. Et puis vous avez la piste d'audit facture qui concerne donc les factures papier et toutes les factures électroniques qui ne répondent pas aux 2 autres systèmes que sont la signature et certificat qualifié ou les factures transmises sous format EDI conforme à la législation fiscale. Donc pour tout l'ensemble, c'est-à-dire quand même un volume important de factures, vous devez assurer la piste d'audit. Alors la piste d'audit, c'est quoi en pratique? Ça consiste pour l'assujetti à la TVA, tout simplement, à mettre en place des contrôles. Mettre en place des contrôles qui sont des contrôles internes, mais qui sont des contrôles qui seront spécifiques à la gestion des factures. Alors ces contrôles, normalement, vous les avez déjà plus ou moins. C'est-à-dire que vous avez évidemment un contrôle interne qui fait qu'on n'enregistre pas une facture ou on n'émet pas une facture comme ça au doigt mouillé. Néanmoins, l'exigence, c'est d'aller au-delà de vos contrôles internes, c'est de prévoir des contrôles qui seront eux-mêmes contrôlés a posteriori par l'administration fiscale. C'est-à-dire qu'il faut repasser vos procédures internes à l'aune, si vous voulez, à la lecture de ce que pourrait faire le vérificateur. Et donc une exigence de contrôle importante parce qu'on vous demande de faire des contrôles à chaque stade de l'établissement d'une facture, donc de la négociation contractuelle jusqu'au complet paiement et la fermeture du dossier. Et on vous demande de conserver chaque contrôle. C'est-à-dire que quelque part, vous devez à la fois faire des contrôles et à la fois conserver une preuve de ce contrôle. Donc là déjà, on se dit, bon, quand on regarde in concreto dans les entreprises, est-ce qu'il y a un contrôle des mentions obligatoires? Pas toujours. Est-ce que ici, il y a un contrôle de ce que c'est le bon fournisseur? Oui, bon, c'est un contrôle manuel fait par une comptable. Est-ce qu'on a une trace, un bon, quelque chose? Pas forcément. Donc on voit déjà que le contrôle interne, parfois, est peut-être pas aussi précis que ce que pourrait exiger l'administration dans le cadre du contrôle fiscal. Donc il y a sans doute une relecture des différents contrôles qui peuvent être faits. S'ils sont faits de manière automatisée et de manière électronique, ces contrôles, effectivement, doivent être conservés également sous cette forme-là. Une fois qu'on a établi des contrôles, on doit faire un chaînage entre chacun de ces contrôles pour bien pouvoir suivre la facture du début à la fin. C'est ça qu'on appelle concrètement la piste d'audit fiable. C'est-à-dire que vous avez une piste d'audit fiable, si vous pouvez passer d'une étape à une autre sans aucune difficulté, et si à chaque fois il y a un contrôle de cohérence qui permet de passer d'une étape à une autre. Et la dernière caractéristique de ces contrôles, c'est qu'ils doivent être documentés. Et ça, c'est peut-être aussi l'une des difficultés, c'est-à-dire documenter dans le sens de l'administration fiscale, ça veut dire que, encore une fois, vous devez en conserver une trace. Et vous devez aussi documenter votre piste d'audit, c'est-à-dire que vous devez finalement rédiger un document qui s'appelle la documentation piste d'audit, qui permettra à réquisition de l'administration de pouvoir tout de suite savoir si vous avez ou non mis une piste d'audit en place, et si vous l'avez mis en place, selon quelle modalité, selon quel contrôle, de sorte qu'ils puissent, sans avoir besoin quelque part de vous tirer les verres du nez comme ils le faisaient historiquement dans le cadre des différentes discussions, pouvoir tout simplement demander la présentation d'une piste d'audit préparée préalablement. Alors,
l'administration a un niveau d'exigence qui est différent suivant la taille des entreprises, mais elle reste très floue sur les critères. On sait que la TPE peut faire une piste d'audit orale, donc là on voit bien que l'exigence de documentation est plutôt théorique qu'autre chose, mais TPE, c'est le boulanger ou le boucher du coin. Dès qu'on parle de PME, on parle bien de documentation physique, donc électronique ou papier, et je ne vous parle pas des grandes entreprises où on leur demande de faire un détail complet de tout leur process. Donc voilà, donc aujourd'hui, je vais laisser peut-être la parole maintenant à mon associé Jean-François pour vous décrire un petit peu un retour des premières expériences qu'on peut avoir. Mais ce qu'on sent bien, c'est une montée en puissance de la chose, avec des entreprises qu'au départ ont découvert, qu'aujourd'hui mettent en place. Donc on est vraiment dans une phase de mise en place de ces pistes d'audit. Et puis on commence à avoir le sentiment que l'administration s'intéresse au sujet au niveau de la vérification. Voilà.